Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 30 janvier 2022. Mon nom est DJ Patoff et je suis en compagnie de Foxman et Yogi. Salut les gars. Salut. Salut! Cette semaine, nous avons beaucoup de nouvelles pour les auditeurs et nous allons parler donc aussi de nos coups de cœur de cette semaine et des sorties qui s'en viennent. C'est donc le programme pour aujourd'hui. C'est maintenant l'heure des nouvelles. Yes, sir! Oui, merci. Amazon Studios qui vont nous faire un film de Noël, Simon? Oui, The Red One. Red One. Oui, un film avec Dwayne The Rock Johnson puis Chris Evans. Oh, ça va être bon. C'est décrit comme une comédie d'action globe-trotteur sur 4 continents et un film de Noël. Oh. Fait qu'on a Shazam puis Captain America dans le même film. Dans le même film, ça va être le fun. Le synopsis qu'ils nous disent pour l'instant, c'est une action-comédie du temps des fêtes qui se passe sur 4 continents. OK, fait qu'ils ont décidé, eux autres, qu'ils allaient se faire un trip de voyage pour tourner un film. C'est Oui, quand même bon. ou dans un garage avec un blue screen. On sait quel continent ne sera pas représenté? Aucune idée. C'est L'Antarctique. Il y a un rejet dans les continents, c'est quoi? C'est pas juste? Non, mais Red One, d'après les rumeurs, c'est la dénomenclature de Red One comme Air Force One, qui est l'avion du président. Là, tout le monde sur Internet pense présentement que ça va être le traîneau du Père Noël, qui est Red One. Fait qu'on va devoir voir The Rock jouer de Santa Claus. Ou Chris Evans. Ah, ça serait intéressant. Ou ni un ni l'autre. Ouais. Il va peut-être falloir qu'ils fassent des antiterroristes, qu'il faut qu'ils sauvent le Père Noël ou quelque chose de ça. Chris Evans, il joue le Grinch. Cette semaine, on a pu voir une entrevue avec les 3 Spider-Man. Oui, enfin, ils ont sorti du bunker où ils avaient caché les 2 autres pendant X nombre de temps. Ils peuvent parler. Ils sont libres. Ouais, ils sont libres de parler. Le contrat de non-disclose est fini, fait qu'ils peuvent parler. Donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Je pense qu'ils ont eu plus de fun qu'ils pensaient avoir de fun. Surtout Tobey Maguire, qui est allé pas de reculons, mais pas d'avant non plus. Il était juste... C'est un contrat qu'on m'offre, je vais le faire, mais au bout d'une journée de tournage, ça a l'air qu'il était... Avec les 2 autres, Ouais, c'est sûr qu'ils ont créé une espèce de complicité assez rapidement. En tout cas, ça paraît à l'écran. Fait que j'imagine que dans la vie, ça a fait la même chose. Mais j'adore Tom Holland, mais ce film-là m'a fait penser que Andrew Garfield était le Spider-Man parfait. On a hâte de voir s'il va avoir son 3e film, d'ailleurs. Et ça serait le fun. J'ai des petites affaires que je sais que je peux pas parler, mais... OK. Donc, on va passer à un autre sujet. Oui. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que cette semaine, il est ressorti, j'ai vu ça dans ma file sur YouTube, une vieille entrevue de Andrew Garfield qu'il a eu à Jimmy Kimmel, et qu'il y avait une question du public, puis c'était Tom Holland. Ça a été fait au mois de septembre. Oh ouais, mais c'est ça, les gars s'amusaient, là, Oui. ils se piquaient entre eux autres, là. Puis je l'aurais fait, moi, personnellement. Ouais, puis je pense que Tobey Maguire avait déclaré qu'il était jaloux des costumes des 2 autres gars, parce que lui, ça avait été très, très, très pénible, son tournage. Ses tournages, en fait. Ouais, mais même à ça, là, le gars est plus sur le circuit des acteurs courants depuis un petit bout. Fait que rentrer dans le costume... C'est un petit peu plus dur pour lui. Mais c'était aussi plaisant de voir comment Tom Holland était l'appréhension de son tournage avec les 2 autres pour dire « Ah, je vais jouer avec les 2 autres Spider-Man, ceux qui m'ont précédé. » Mais qu'est-ce qui est bien dans toute cette histoire-là, puis il en parle d'ailleurs dans l'entrevue, c'est la rédemption d'Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man, parce que c'est comme le frère du milieu, comme il dit dans l'entrevue, c'est pas le plus jeune ni le plus vieux frère, c'est celui du milieu, c'est lui qui est oublié, comme. Le mal-aimé. Ouais, c'est le mal-aimé. Andrew in the middle. La suite de Malcolm in the Middle. Non, mais c'est ça, il explique que son arc d'histoire avait jamais été résolu, puis ils ont fait une scène spéciale avec Zendaya pour régler son traumatisme au personnage qu'il avait eu lors du dernier film qu'il a fait. Donc, si vous n'avez pas encore vu No Way Home, allez-y avant de vous faire spoiler, parce que c'est vraiment un bon film. Puis après un mois et demi, 2 mois, on peut commencer à le spoiler. Là. Ouais, même si au Québec, les salles ont été ouvertes pour même pas une semaine pour pouvoir le voir, malheureusement. Là. Mais il faut penser à toute la francophonie aussi, en France, en Belgique, partout dans le monde francophone qui l'ont vu. Là.
Oui, c'est ça. On pense aussi aux Québécois, parce que c'est comme nos voisins. Eux autres, ils peuvent venir nous sacrer une volée. C'est plus dur à partir de la France. Donc, du côté Warner, on a donné le feu vert à un nouveau Mortal Kombat. Mortal Kombat 2, la suite du film qu'on a vu en 2021 a été annoncée, écrit par l'auteur qui a développé pour la télévision The Umbrella Academy pour Netflix. Ça risque d'être une bonne histoire. C'est Mortal Kombat. Oui, c'est Mortal Kombat, mais c'est Umbrella Academy. Oui, mais le premier film de Mortal Kombat dans la série qui a sorti en 2021 était plus sérieux que les deux films de Mortal Kombat qu'on a eu dans les années 90. Oui. Mais c'était pas... C'était pas tout à fait ça. C'était pas le Pérou, comme on dit. C'était pas le Pérou. Non, c'était plus le Japon. T'as rien à rajouter là-dessus? Non, toi, t'es un fan de Umbrella Academy, je pensais que ça nous exciterait de voir le gars qui Mais moi, Mortal Kombat, ce genre de jeu vidéo-là, dans les années 90, j'aimais pas ça. Street Fighter, Mortal Kombat. Et comme j'ai juste vu la version des années 90, puis ça m'avait laissé ni chaud ni froid. OK. Ah, il y avait une méchante bonne trame sonore. Ça, oui. Ouais. Mais l'histoire, en tant que telle, le film, je l'ai regardé il y a 2-3 ans, une deuxième fois, puis j'ai fait « Ah, c'est juste ça. » Ben, si t'écoutes Annihilation, c'est sûr, tu vas faire « Ah, c'est juste ça. » Non, j'ai juste regardé le premier, je me suis jamais tapé les autres. Tu vas vivre plus vieux. C'est exactement ça. Il va y avoir une nouvelle adaptation d'un de mes personnages de jeunesse préférés, He-Man. Oui, Netflix ont donné leur accord à produire un film. Un vrai film. Un vrai film sur He-Man après le grand film de 1987 que tout le monde a vu avec Dolph Lundgren. La deuxième adaptation de He-Man and the Master of the Universe va sortir. Qui n'avait pas été une très grande réussite, le premier avec Dolph Lundgren, là. Non, malheureusement, Dolph Lundgren n'était pas capable de jouer aussi bien que Frank Langella. Ouais, mais un film qui parle d'un super-héros qui vit sur une autre planète complètement, puis tu passes le 3/4 de ton film sur la planète Terre, c'est comme un petit peu décevant, là. C'est quand tu t'appelles Canon Film et que t'as pas de budget. Exactement. J'ai déjà vu ça, des films, pas de budget. Oui, je pense que le projet va être écrit par le scénariste de Shang-Chi en plus. Oui, en effet, il y a un des scénaristes de Shang-Chi qui est attaché au projet. Qui est attaché au projet, puis He-Man et le prince Adam va être joué. Là, ils disent au moins, on va voir le prince Adam. Dans la première adaptation, on n'avait pas vu le prince Adam. On avait juste vu He-Man. Il va être joué par l'acteur Kyle Island, qui a joué un des membres des Jets dans la nouvelle adaptation de West Side Story par Steven Spielberg. Un autre film à voir, si vous ne l'avez pas vu, courez, pas au cinéma, parce qu'ils sont fermés au Québec, mais essayez de le trouver. Le 7 février. Hein? Les salles réouvrent le 7 février. Ah, OK. Je pensais que ça sortait le 7 février. Non, tu m'as fait peur. Peut-être qu'ils vont faire J'espère que les cinémas au Québec vont faire du backtrack sur les films qu'on n'a pas pu voir. Ça serait intéressant, oui. Oui, au moins avoir une salle ou deux pour pouvoir nous permettre de faire ça. De retourner voir Spider-Man pour une 5e fois. Oui. On a notre survivaliste de Hollywood, de James Gunn, qui a fait une espèce de déclaration sur Twitter. Oui, tout le monde sait qu'il avait quitté, il voulait une couple d'années, il avait quitté Marvel et Disney dans un contexte un peu désagréable pour lui, sur des choses qu'il avait dit une quinzaine d'années, même avant que le scandale sorte. Des personnes ont fouillé sur Twitter puis ont trouvé des discussions qu'il aurait eues avec un autre réalisateur à l'époque. Ce qui fait que Disney avait dit « Voici la porte. » On n'a plus besoin de toi. Fait qu'il était allé chez DC pour une rédemption. Et une très bonne rédemption. Surtout avec Peacemaker. Avec Peacemaker. Mais là, après avoir fini ces deux projets chez DC Comics, il était supposé de revenir chez Marvel pour faire Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et le fameux Television Special de Disney+, l'Holiday Special des Gardiens. Ce qu'il est en train de faire présentement. Puis, il s'est ouvert la trappe dernièrement en disant que cela serait son dernier projet chez Marvel et Disney surtout. J'imagine que c'est une bonne chose pour Warner avec les prochains projets de DC Comics. Ils doivent avoir, comme on dit, de sourire aux lèvres parce que ils viennent de frapper gros, parce que là, ils l'ont dans leur écurie à tout jamais, probablement, pour l'instant. Là. Pour très longtemps, en tout cas. Ouais. Parlant justement de Disney, ils sortiraient leur vieux canon avec un film qui serait comme magique. Oui, Hocus Pocus 2, ça va être pas pour le cinéma par exemple, ça va être directement sur Disney+. En VOD direct. Oui, puis il va y avoir les 3 actrices originales qui faisaient les 3 sorcières à l'époque. Bette Midler.
Sarah Jessica Parker. Puis l'autre qu'on se rappelle jamais du nom. Cathy Najimy. Finalement, après bien des années sans avoir pris cette chaise-là, il y a David Lynch qui produira son prochain film. Oui, il produit un film qui s'appelle The Other Me, l'autre moi en français, sûrement, si on le traduit textuellement. C'est un film avec Jim Sturgess qu'on avait pu voir dans Across the Universe, d'ailleurs, qui est une comédie musicale incroyable. Oui. Pour les personnes qui n'ont pas vu ce film-là, il faut que vous... Si vous aimez les Beatles, si vous aimez les comédies musicales, écoutez Across the Universe. Et même si vous ne connaissez pas les Beatles. Exactement. C'est une très belle initiation à cet univers musical-là. Imagine un gros... C'est pas une comédie musicale, imagine un gros vidéoclip avec des chansons des Beatles. Oui, c'est une très bonne description. Puis des super belles interprétations. Incroyables. Donc, The Other Me. Oui, Other Me, c'est l'histoire d'un homme qui s'aperçoit qu'il a une double personnalité. C'est très, très lynchien comme style. C'est dans ses styles préférés, les doubles personnalités, qu'est-ce qu'on voit dans un autre monde, les mondes parallèles. C'est une personne assez flyée. Si vous avez pu voir Twin Peaks et plusieurs autres qu'il a fait, c'est un réalisateur très, très particulier. On lui doit aussi la première adaptation de Dune. Est-ce qu'on peut dire que c'est un réalisateur pas tout à fait linéaire? Non. Il a juste fait un seul film pour Monsieur, Madame, Tout le monde, qui est une histoire vraie à la fin des années 90. Elephant Man aussi, c'était assez abordable. Oui, mais le fait qu'il soit en noir et blanc pour aujourd'hui, ça peut rébuter du monde. Oui, mais c'était quand même un film plus que Wild at Heart ou Lost Highway. Effectivement. Ou Mulholland Drive. Pas tout le temps du monde très sain. Malheureusement, The Other Me ne sera pas réalisé par Lynch. Non. Ce n'est que produit par Lynch. Puis la bande-annonce de The Other Me, produit par David Lynch, est disponible présentement sur YouTube. Sur Internet. Si vous êtes curieux. Je vous souhaite d'être curieux, parce que David Lynch, habituellement, il s'accroche à des projets assez spéciaux. Puis on est rarement déçus. Oui, puis on lui doit d'ailleurs la première adaptation de Dune que Denis Villeneuve a refait l'année dernière. Effectivement. Il y a Aquaman qui va sortir de l'eau pour s'assécher et devenir rapide et dangereux. Oui, en effet, il y a des pourparlers entre Universal et Jason Momoa pour qu'il soit le vilain dans le prochain... le méchant! Fast and the Furious. C'est celui qui va se passer dans l'espace? On ne sait pas ça va être de quel film. Là. Ça va être ça avec Vin Diesel qui va aller avec Rapide et Dangereux dans l'espace ou Tom Cruise va finalement réussir à décoller un jour. Présentement, je pense qu'il y a des Russes qui sont là pour faire un film. Oui, mais là... Oui, mais c'est un documentaire. Ouais. Non, mais... Hubble, IMAX, tout le monde l'a vu. C'est ça. Yogi, toi, tu m'as dit, pardon, tantôt, qu'en Chine, il y avait un film qu'on a beaucoup aimé en Amérique, qui est finalement sorti là-bas, mais qui n'est pas tout à fait comme on s'en rappelle. Non, il y a le film Fight Club qui est sorti en Chine après 23 ans et qui ont décidé de faire... Je vais divulgacher la fin là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez pas en Chine pour le voir, écoutez le site. Divulgacher pour le monde qui ne comprenne pas le français, c'est des spoilers. Désolé, c'est mon côté plus francophile. Après 23 ans. Oui, après 23 ans. Il n'y a plus de spoilers après 23 ans. La finale, le personnage d'Edward Norton tue le personnage de Brad Pitt et au lieu d'avoir les explosions, il y a un beau title card ou intertitre qui explique que le gouvernement a mis la main sur le gars et il a réussi à amener la paix et tout et tout. Grâce aux autorités chinoises. Fait que là, j'encourage les personnes d'origine chinoise de faire un site web Restore the Finch Cut. Ouais. Le Fincher Cut. Mais je suis pas sûr que ça va fonctionner en Chine. Hein? Non. En tout cas, ceux qui l'ont vu peuvent comprendre que cette finale-là ne fait juste aucun sens. Aucun. Absolument rien. Je suis curieux de la voir pareil. Si je tombe sur la main de je vais l'écouter. Est-ce que le frame vraiment mythique dans le film chinois? Le frame de la partie génitale masculine? Effectivement. J'en ai aucune idée, mais ils l'ont sûrement coupé au passage. Pauvre acteur. Lorena Bobbitt. Et la Chine, même combat. Le coup de cœur. On va passer maintenant à nos coups de cœur de la semaine. Puis moi, je vous en regarde un après l'autre. Puis je me dis, c'est moi qui va commencer parce que mon coup de cœur à moi, c'est mon univers favori. C'est bien sûr le Book of Boba Fett. L'épisode de cette semaine avec Din Djarin et Fennec qui se rencontrent à la fin. C'était le meilleur épisode de la saison. C'était pas dur à battre? Ben là, arrête. Ah, c'était vraiment pas dur à battre. Là. La saison est très en dents de scie.
Mais c'était un très bon épisode. Ça annonce juste du bien pour l'avenir. Ça aurait été même un très bon épisode du Mandalorian parce que c'est un des... Parce qu'il faut le dire la vérité, c'est un épisode de la série Mandalorian dans The Book of Boba Fett. Exact. Mais ça aurait été un des bons épisodes, ça aurait été dans une saison du Mandalorian aussi parce que l'épisode était écœurant. En fait, je dirais que The Book of Boba Fett, c'est juste un livre dans The Mandalorian. Ben, c'est un Book of Boba Fett, c'est un spin-off. C'est comme Blanche dans les filles de Caleb. Oui, c'est un vrai livre, mais l'histoire, c'est l'histoire de Millie Bordelot. C'est comme Millie Bordelot puis Boba Fett, même combat. Same story. Arlette Couture et George Lucas dans la même phrase. Il faut le faire, hein? C'est incroyable. T'es un dieu de l'animation. Je suis un dieu de la culture, tu veux dire. Et voilà, un vrai mix. C'est toi ton coup de cœur, Yogi? Moi, ça a été The Tragedy of Macbeth, qui est présentement sur Apple TV, qui est une autre adaptation d'une pièce de théâtre de Shakespeare faite réalisée par Joel Cohen avec Frances McDormand et Denzel Washington dans les 2 rôles titres. J'ai trouvé ça magnifique à regarder. Vraiment. C'est une belle leçon de cinéma qu'on a eue, autant pour les acteurs, la réalisation, les décors, la technique, le montage, le cadrage, tout était super bon. Comme Simon me disait avant de le regarder, c'est comme si l'expressionnisme allemand de Fritz Lang, Murnau et tout ça faisait du Shakespeare. Ça fait très bien comme film. C'est incroyable comme film. La performance de Denzel Washington et de Frances McDormand sont écœurants. C'est le visuel, des trouvailles visuelles, la manière que la technologie est utilisée au profit de Shakespeare, qu'est-ce qui n'avait jamais été vu sur... Parce que, généralement, quand tu as des effets spéciaux, c'est tout le temps de la surenchère par-dessus de la surenchère, puis si tu es capable de le faire en vrai, t'es mieux de le faire en vrai au lieu d'utiliser du CGI. Mm-hmm. Alors que là, tout est au service du texte et de la performance des acteurs. Puis le fait aussi que le film est en noir et blanc, en format académique, qui est le 4:3 qu'on avait avant à la télévision, je me sentais en tant que spectateur comme si les acteurs performaient seulement pour moi et non pas pour une audience dans un salle de cinéma. C'est vraiment une performance privée que j'avais accès. Oui, ça fait une ambiance très spéciale. Le film au complet, c'est une ambiance avec les images très nuageuses, la fumée beaucoup. C'est pour te mettre dans un espèce de feeling très tellement que la qualité du film est là. Pour moi, c'est un des meilleurs films de 2021. Peut-être le meilleur film de 2021. Et je serais prêt peut-être à mettre un vieux 2 canadien sur la table pour les Oscars sur certains prix que ce film-là devrait remporter. Oui, on va voir ça bientôt. Dans quelques semaines, on va avoir les Oscars. Fait qu'on va pouvoir faire nos prédictions. Les prédictions vont être la semaine prochaine, d'ailleurs. Déjà, la prochaine semaine. Pas les nominations, mais nos prédictions. Qu'est-ce qui pourrait être en nomination? Et ensuite, on va pouvoir vous dire les nominations. C'est à ton tour de parler de ton coup de cœur, Simon, justement. Moi, toi, tu as parlé de Star Wars, mais moi, je vais parler encore de comics. Ça va être une adaptation d'un comic très, très obscur de Marvel Comics qui s'appelle Hitmonkey. Que moi, personnellement, je lis beaucoup de comics dans ma vie, puis je l'avais vu juste une fois dans un numéro de Deadpool, juste pour vous dire le style que ça peut avoir. Imaginez un humour un peu à la Archer, avec une bonne une animation américaine, mais faite à la base comme les Japonais, et avec un sens du rythme et de l'écriture à la Tarantino. Ça parle d'un agent, pas d'un agent secret, mais d'un tueur à gages qui meurt lors d'une de ses missions. Il est pogné en montagne et il se met à être le genre d'Obi-Wan Kenobi à un macaque japonais qui devient le nouveau tueur à gages. Et c'est sanglant, c'est vraiment pas pour c'est un dessin animé, mais j'aime mieux avertir le public que c'est pas pour les enfants du tout. Non, c'est excellent, c'est très drôle. Ouais. Puis même sur le site, quand on a de Disney+, quand on va à l'intérieur du fichier pour le voir. Le détail, tout ça, oui. C'est marqué 18 ans et plus, là. Ouais, pour faire sûr, Disney ne voudrait pas que des enfants se mettent à courir après des macaques japonais en disant « Hey, c'est-tu toi qui es dans le film? » Tiens, vous un fusil de ça partout. C'est ça. Donc, on est rendu au moment où on parle des sorties cinéma et VOD.
Il y a Roland Emmerich qui arrive avec un film catastrophe. Oui, Moonfall. Quelle surprise. On se demande de quoi ça parle avec un titre de même. Aucune idée. Armageddon 2. Avec une plus grosse planète. Oui. J'espère une bonne chanson thème. Mais c'est Roland. Roland, quand tu écoutes ça, tu décroches ton cerveau, tu mets ça à off, tu le mets dans le congélateur si tu es capable, dans un plat Tupperware, question que ça se conserve bien. Puis là, tu écoutes le film. Oui, j'ai tout un pot de formol pour mettre mon cerveau à côté de mon téléviseur quand c'est le temps. Quand c'est le temps de voir du Emmerich. Pas juste du Emmerich. Il y a une autre personne qu'on va parler tout à l'heure. Oui, on a une autre sortie qui s'en vient. Là, le film Moonfall, c'est quelle date? C'est cette semaine. OK. Ouais. Fait que, au Québec, malheureusement... il est sorti, mais les cinémas sont fermés. Exactement. Il réouvre juste le 7 février. Et puis, je me croise les doigts pour enfin qu'on ait une bonne adaptation de jeux vidéo. Tu croises tes doigts, mais est-ce que tu as beaucoup Parce d'espoir? Pas beaucoup. Mais je l'espère. Oui. Parce que Uncharted, pour moi, en fait, ça puis Last of Us, de la même compagnie d'ailleurs, c'est deux jeux qui ont une trame narrative parfaite pour faire des films. Ça serait peut-être le temps qu'avec des jeux qui ont des trames narratives intéressantes de faire des bons films. Ils se sont cassés la gueule avec Assassin's Creed qui aurait pu faire un très bon film, mais Uncharted, ça n'est un de ce niveau-là, au niveau narratif. Fait que... Puis on peut pas souhaiter du mal à Tom Holland. Non, Tom Holland, c'est un trésor national pour les Britanniques, là, on s'entend. Ouais, je te dirais qu'il commence à être pas mal au travers du monde. C'est l'UNESCO qui va bientôt le protéger. Ouais. Il a uni les 3 Spider-Man. Yeah. On a parlé tantôt de films explosions, puis des explosions un petit peu partout, puis d'un réalisateur qui est spécial. On va aller avec un autre réalisateur un peu dans ce style-là. Le film, c'est Ambulance de... Michael Bay. Oui! Qu'on a regardé la bande-annonce cette semaine. Oui, on l'a regardé ensemble, il y a Guy, c'est vrai. Et Ambulance qui se passe à Los Angeles. Et le L et le A de Ambulance sont en rouge pour bien signifier que ça se passe là et non pas dans une autre ville américaine. Non, et ça a l'air complètement débile. C'est du monde qui font un vol de banque puis qui se retrouvent à voler une ambulance pour se sauver de la police. Puis là, ça a l'air d'être une grosse copie de Speed rendue là, mais en ambulance. Mais en ambulance. Mais au moins, eux autres, ils peuvent passer ses rouges. Ouais, Avec la musique sûrement de Hans Zimmer. Ouais, d'après la bande-annonce, c'est pas Hans Zimmer, c'est de l'école à Hans Zimmer. Tout ce qui m'agace de Hans Zimmer était dans la bande-annonce. Côté musical. Là. OK. Donc, la trame sonore est à base de ça. Ça a l'air tellement, comment on pourrait dire ça, prévisible comme film, qu'en écoutant la bande-annonce, je disais, cette fille-là finit avec tel gars. C'était... Tous les gros points de l'histoire étaient dans la bande-annonce. C'était incroyable comme trailer, comment c'était pas bon. Après ça, il va juste rester à savoir quelles sont les grosseurs des explosions. Ouais. Ah, avec le ralenti, ça peut être très gros. Bon, si je comprends bien, cette semaine, on est peut-être mieux de rester chez nous, étant donné que les cinémas sont fermés. Même s'il était ouvert, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'espoir pour un des films qu'on est comme pas sûr, puis les deux autres, ben il faut que tu laisses ton cerveau à la maison pour avoir un plaisir. Oui, de toute manière, Ambulance et Uncharted, il y en a un au mois de mars, puis l'autre au mois de février, je crois. Oui, Uncharted, c'est le 18 février, puis l'autre, ça serait le 8 mars, selon ce que j'ai pu vérifier. Mais au niveau des séries, en VOD, on a quand même une série qui s'en vient, qui risque d'être assez intéressante au niveau de Disney+, qui nous sort l'histoire de Tommy Lee et Pamela. Oui. Ça s'appelle Pam et Tommy, et que c'est toute l'histoire à propos du sex tape qu'il y a eu dans les années 90, comment ça a été populaire, comment ça a sorti sur Internet, et comment le monde pouvait aller se procurer ce sex tape-là. Et qui nous explique, comme 20 ans trop tard, comment avoir le vidéo. Oui. Ils sont gentils, ils n'auraient pas pu le faire quand c'était le temps. Par contre, ils vont expliquer aussi c'est quoi qu'il y a eu comme répercussion sur ce couple-là. Oui, ils sont peu ensemble. J'en ai aucune idée, je veux dire. Je veux dire, les potins, moi, c'est pas ma force, par exemple. Moi non plus, mais selon ce que j'ai pu comprendre, c'est que leur relation aurait duré juste 2 ans. OK. Fait que j'imagine que ça n'a pas aidé à ce que ça continue très longtemps, cette histoire-là. Ça veut dire que c'était à l'époque du disque Generation Shrine de Motley Crue. Je te laisse ça en tes mains. C'est pas un groupe que je connais très bien. Moi, c'est une partie de mon enfance. Motley Crue, effectivement. Je suis comme un petit peu plus jeune que vous autres. C'était cause que dans le disque Generation Shrine, t'avais un genre de 5 minutes de noirceur à la fin du disque, puis t'avais une chanson qui s'appelait
Brandon, qui était chantée par Tommy Lee. Puis c'était une chanson sur son fils, Brandon, qu'il avait eu avec Pamela Anderson. Puis il disait juste, avec du gros violon, on s'entendait « Brandon, I love you, my son ». Non, c'est lui qui l'avait composé. Non, mais c'était ridicule comme chanson. À écouter sur vos plateformes. Non, mais quand tu achètes un album de Motley Crue, c'est le genre de chanson que tu veux entendre. Effectivement. Il y a une autre série aussi qui va être de retour très bientôt avec un personnage qu'on avait adoré dans une Next Generation et qui fait peut-être pas l'unanimité au niveau des fans avec sa propre série. Je te dirais que c'est 50-50 pour les fans présentement. Il y en a qui... excusez-moi, on parle de Star Trek Picard. Donc, c'est pas des fans, c'est des trekkers. Ouais, ou des trekkies, dépendant de... Mais c'est à cause que ça fait 50-50. Il y en a qui adorent le nouveau style et il y en a d'autres qui abjectent le nouveau style. Et Simon et moi, on est deux qui détestent le nouveau style qui est dans Star Trek depuis 2009. Ah ouais, je vous comprends tellement. Moi, je suis un fan de Star Wars. Fait que... Depuis que Jar Jar Abrams, j'ai bien dit Jar Jar, hein? Oh, c'est J.J. Abrams, parce qu'il a fait la même scrap avec Star Wars après. Effectivement. Ben, il y a Star Wars rifié Star Trek à l'époque. Oui, parce qu'on a perdu toute la philosophie de Gene Roddenberry. Là. Ouais. C'est tout l'aspect que l'humanité doit devenir meilleure. Et puis là, c'est rendu des histoires d'action. Puis quand il amène des vieilles choses de la série, c'est tout le temps renouvelé d'une manière hype, puis des trucs du genre, ce qui fait que ça aliène les vieux fans. Oui, puis ils ont de la misère à faire un pas en arrière en disant, peut-être qu'on s'est trompé en s'en allant dans cette direction-là. Fait qu'ils continuent dans la même direction. Dans l'écriture, dans la palette visuelle, tout est un peu décalé des nouveaux Star Trek. Tu sais, quelque chose comme Discovery qui se passe, je pense, 10 ans avant... 5 ou 10 en tout cas, avant TOS. C'est 5 à 10 ans avant TOS. Maintenant, c'est dans le futur. Puis tu regardes la technologie à comparer. Puis ils ont dit... Puis leur défaite, c'est... Mais on n'est plus là aujourd'hui. Tu sais, le monde sont trop avancés. Il faut mettre la technologie que les spectateurs comprennent. Excusez-moi, Enterprise se passait 80 ans avant... Oui. Et il avait réussi à mettre une rétro-technologie cool, pareil. Les hologrammes que tu as dans Discovery? Aucun rapport. Aucun lien. Aucun lien. Puis le gros problème avec cet univers-là, c'est celui qui s'occupe de Star Trek à Paramount. Oui, qui est Alex Kurtzman, que tout le monde connaît, de sa gloire d'avoir écrit les films de Transformers. Un grand auteur. Et il est accompagné d'un autre grand auteur qui a écrit Batman et Robin et Perdu dans l'espace, le film avec Gary Oldman. Le meilleur Batman. Ils ont pris la crème. C'est des auteurs shakespeariens pour... Mais là, c'est eux autres qui chapeautent tout l'univers Star Trek. Tout l'univers Star Trek, malheureusement. Donc, ils ont mis ça dans les mains de peut-être des gens qui n'auraient pas dû toucher de près ou de loin. Tu sais, Star Trek, c'est pas Star Wars, c'est pas de la science-fiction régulière. C'est une science-fiction qu'on appelle cérébrale, mais cérébrale approchable pour Monsieur Tout-le-Monde aussi. Mm-hmm. Parce que des fois, quand tu as de la science-fiction cérébrale, c'est pas toujours approchable pour le commun des mortels, c'est juste les niches qui peuvent écouter ça puis apprécier. Tandis que Star Trek, Monsieur Tout-le-Monde peut aimer ça pareil. C'est comme l'amalgame parfaite entre les deux styles de science-fiction. Mais là, ils ont décidé... Tout le côté intellectuel, philosophique, on met ça à la poubelle, on se concentre sur l'action. Il y a un gros méchant, on envoie les Photon Torpedoes, puis on tire dans le tas. Même depuis le 66, il y avait beaucoup de scènes d'action, mais c'était justifié et souvent en dernier recours. Et même très bien expliqué par Enterprise, qui expliquait, on vient de sortir d'une guerre, on est encore très militarisé, puis l'autre il arrive comme pas très longtemps encore, fait qu'il y a encore la mentalité guerrière. L'aspect de pourquoi que Kirk était si prime que ça à vouloir attaquer, c'était sa culture quand il était jeune, qu'il y a eu des guerres contre les Romuliens, puis il y a eu tout plein de conflits. Puis même quand que James T. Kirk attaquait, comme ils font dans Discovery, t'avais toujours Spock ou McCoy qui le remettait à sa place dans chacun des épisodes. Ce qu'on voit plus aujourd'hui. Non, à ce temps, c'est normal. Quelqu'un qui connaît vraiment Star Trek, il y a certains personnages en Discovery que tu les regardes, tu fais... Il a vraiment passé son cours à l'Académie de Starfleet, cette personne-là?
Non, il est juste enseigne. Non, mais tu sais, c'est thumbs up, là. Tu sais, il n'aurait même pas réussi à faire le test d'entrée que Wesley Crusher essaye dans la première saison de Next Generation. Ouf. Ça veut tout dire. Ouais. Donc, c'est la même chose pour Picard. Picard, c'est... Surtout qu'avec ce qu'on sait, la prochaine saison se passe en 2024. Oh, ben, il voyage dans le temps pour s'emmener en 2024. Il va avoir évité la COVID, au moins. Ou ils vont être au 8e vaccin. Par contre, ce qui va être intéressant dans la prochaine saison, c'est le retour de Whoopi Goldberg et John Delancey. Oui, j'ai très hâte de voir surtout Delancey dans son meilleur rôle à vie. Mais le problème, c'est que, d'après moi, c'est juste une gimmick pour que moi, en tant que vieux fan, revienne à la série. La seule série qui m'a donné un peu envie d'écouter Star Trek de ce temps-ci, c'est Lower Deck. OK, que j'ai pas commencé. Mais ça reste du South Park quasiment de Star Trek, du Family Guy de Star Trek, parce que c'est de l'humour trash. Donc, ils ont fait avec Star Trek ce que Star Wars a refusé de faire. Avec Exactement, c'était comme Détour. C'était comme la défunte série Détour, mais Star Trek à la place. Mais ça marche, parce que tu prends pas ça au sérieux. C'est du n'importe quoi. Puis, il y a plus de bonbons pour les vieux fans de Star Trek dans Lower Deck que dans les séries télévisées. Je prends ça en note. Lower Deck. C'est qui qu'il faut qu'on mette dehors, non? Alex Kurtzman et Akiva Goldsman. Je leur donnerais... Mais c'est des auteurs extraordinaires. Mais il faut pas leur laisser une affaire de science-fiction ou de comic book ou quoi que ce soit parce que ils se perdent. Ils se perdent. Ben, c'est la même affaire pour Simon Kinberg qui a gâché 2 fois la saga Phoenix dans X-Men. C'est des auteurs du même style. Et c'est ce qui conclut notre épisode. Je vous invite à venir vous abonner à Balado Québec, suivre nos prochains épisodes. C'était donc Entre 3 films. Je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Et on vous